Voilà, alors, vous avez reçu beaucoup d'images déjà et un certain nombre de théories. J'aimerais alors, à mon tour, maintenant, amener quelque chose de plus pratique. Si on peut comprendre que ce monde intérieur a cette immense richesse, n'est-ce pas, que Jung prétend l'avoir apporté, n'est-ce pas, et que nous pouvons en faire l'expérience nous-mêmes, ne fût-ce qu'à travers les rêves. Alors, comment en prendre vraiment avantage, comment l'utiliser, comment possiblement faire partie de cette révolution? James Hillman, on en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, ce grand Jungien, un des derniers livres qu'il a publié, il a dit, bon, écoutez, maintenant, après avoir travaillé énormément avec les symboles, je me rends compte que les traumatismes de l'enfance ne guérissent jamais. Ce que je fais désormais dans mon cabinet de travail, c'est que je prépare la révolution. Et c'est quoi la révolution, n'est-ce pas? Vraiment, si on veut aller plus loin là-dedans. On ne change pas le monde. Et ça, évidemment, on le sait aussi les sages depuis longtemps, les philosophes. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et avec ça, peut-être nous pouvons apporter quelque chose au monde. Alors, on a vu, n'est-ce pas, et vous êtes au courant, que si jamais Jung nous intéresse, mais ce que l'on peut faire, c'est d'aller en psychanalyse jungienne. On a dit que ça prend 5 ou 6 ans, que ça coûte presque le prix d'une maison. On peut bien sûr voir des thérapeutes, aller à des conférences, que sais-je, mais le vrai travail, le travail de transformation, ça se ferait vraiment dans l'analyse. Il n'y a que très peu de personnes qui peuvent se le permettre de prendre ce temps et cet argent. Moi, vous l'avez vu, étant révolutionnaire, ça m'intéresse depuis très longtemps. Y a-t-il un autre moyen d'en profiter, de cette révolution, de cette richesse dont parle Jung, n'est-ce pas? Une des déclaration de Jung qui m'a particulièrement touché, je l'ai entendu de 2 témoins qui ont vécu cela avec lui, rendu assez âgé. Il a déclaré « J'ai failli à ma tâche première d'apprendre à l'humanité qu'elle avait une âme et qu'il y avait un trésor dans la terre. » Qu'est-ce que Jung a failli nous dire et pourquoi il ne l'a pas dit? C'est ça qui me préoccupe depuis 30 ans, à essayer de comprendre cela. Jung a écrit une œuvre incroyable. Et il a touché tellement de thèmes psychologiques, religieux, philosophiques, que sais-je. Alors, comment ça se fait qu'il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire? Ma compréhension très personnelle était que dans toute cette œuvre, si on veut vraiment en profiter, ça prend de très longues années, rien que de le lire, et pour devenir un spécialiste, ça prend une vie. Alors, comment aller plus loin? Comme dans ma vie, j'ai fait 10 années de yoga intensif, de Hatha Yoga, et dont j'en ai profité d'une certaine manière, je me suis posé la question si on ne pouvait pas créer une sorte de yoga occidental.
En lisant Jung, j'étais d'abord découragé. Jung dit lui-même que le yoga, le hatha yoga, était créé surtout pour les orientaux et que oui, ça pourrait se faire en Occident, mais que cela prendrait probablement 300 ans avant que ça puisse se faire. Donc c'était un premier découragement. Par ailleurs, un autre de mes maîtres, Joseph Campbell, a vraiment expliqué un peu l'évolution de l'être humain, que le yoga explique à leur manière dans les différentes sortes de yoga, n'est-ce pas? Et Joseph Campbell a avancé un peu l'idée de cheminement héroïque, la quête héroïque. Le terme même de Jung de se transformer à long terme, c'est l'individuation. Et j'ai pu établir un parallèle entre le yoga, la quête héroïque et l'individuation. Et je voulais de cela créer ma méthode d'approche d'individuation. Alors, ça a un peu évolué au cours des années. J'essaie de l'enseigner aussi depuis une vingtaine d'années. Et que tout récemment, j'ai même changé le premier terme qui était le yoga psychologique. J'ai changé ça en quête d'individuation, ou quête de l'individuation. J'ai un peu enlevé le mot yoga pour deux raisons. D'abord, le yoga connu en Occident, c'est surtout le hatha yoga. Et souvent, quand je voulais parler à des personnes de mon idée, la première réaction était, oui, ben alors on va faire des positions corporelles, on va se mettre sur la tête. Non. Les grands yogas en Orient, n'est-ce pas? C'est le Raja Yoga. Ce qui est reconnu un peu que le plus haut niveau de méditation, le Nirvikalpa Samadhi, on peut pratiquer seulement dans le Raja Yoga, que sais-je. Il y a le Gnani Yoga, le Jnani Yoga, qui est le yoga de la pensée, n'est-ce pas? L'union avec le divin par la pensée. Alors, je préférais un peu revenir sur cette parallèle de Joseph Campbell, le cheminement héroïque. Pour Campbell, pour devenir un héros, une héroïne, il faut se détacher des valeurs collectives. Il faut avoir un appel de vouloir être maintenant soi-même pleinement et se libérer de cet endoctrinement millénaire que la plupart des humains, dont les humains souffrent encore. Et il a un peu expliqué sa quête. Il y a 3 grandes phases dans le cheminement héroïque. Il y a le départ. Il y a quelque chose qui doit nous amener au-delà de nous-mêmes. Ça peut être une maladie, ça peut être simplement on rentre dans une librairie, on trouve un livre et un nouveau chemin s'ouvre à nous. Bien des choses. Bien des exemples qu'on peut trouver dans les contes de fées, n'est-ce pas? Il y a une situation, un roi avec les 3 fils, il n'y a plus de reine, le féminin manque et il y a un besoin dans le collectif. C'est la même chose pour l'être humain. On en a peut-être entendu un exemple hier dans le rêve, n'est-ce pas, de Jean-Yves. Deuxième phase, n'est-ce pas, une fois qu'on est parti dans le cheminement, c'est les épreuves, les combats. C'est le moment où il dit il faut rencontrer
les monstres parentaux. Dans la mythologie comme dans les contes de fées, la plupart des monstres représentent les dimensions parentales. Et non pas parce que les parents étaient nécessairement négatifs. Ça vient surtout cette volonté d'évolution, de changer le monde, de se changer, qu'on doit quitter le monde parental pour un monde meilleur. Et quand on finit par vraiment traverser cette période, on peut arriver à une sorte d'apothéose, comme on en voit dans les mythes et dans les contes de fées. Le héros, l'héroïne trouve l'inépuisable mamelle ou la pomme qui guérit toutes les maladies, que sais-je. Et une fois que cette transformation a été vécue, Campbell dit que la troisième phase, c'est le retour. On ne peut pas simplement rester dans notre inflation, notre gloire, on a vu la lumière. Ça ne sert à rien si nous voulons simplement garder ça pour nous-mêmes. Un vrai héros, une vraie héroïne veut justement changer le monde. Dans le thème de Hillman, la révolution. Et ce qui est intéressant dans ce retour, selon Campbell, qu'on accède pour finir à un état qu'il appelle lui-même maître des deux mondes. Passer librement du monde du quotidien, le monde extérieur, et pouvoir rejoindre à volonté le monde intérieur. Pour ça, évidemment, il faut un peu être avancé. L'individuation nous propose justement de rejoindre le divin intérieur, le soi, on en a parlé, n'est-ce pas? Quelle que soit la manière dont on peut concevoir cette grande dimension intérieure. Mais aussi, quand on connaît tant soit peu le monde intérieur, cette immensité, on sait très bien qu'on ne peut pas simplement se décider, je vais maintenant aller dans ce monde et incarner ce monde et ça va bien. Non, c'est beaucoup trop grand et comme aussi dit Jung, n'est-ce pas, que la rencontre avec le soi pour l'ego, c'est toujours une défaite. Pour l'ego, bien sûr. N'est-ce pas? Alors, en me questionnant, mais bon, comment faire alors? Alors je dis, ma proposition, et du moins c'est ça que j'ai vécu pour moi-même, c'est comme je ne peux pas aller et accéder directement à cette immensité intérieure, alors je me mets en chemin, dans un style de yoga, dans une quête héroïque, et graduellement, j'essaie d'établir un lien, un partenariat avec mon monde intérieur qui m'habite, graduellement découvrir ce qui permet aussi un élargissement de conscience graduel. C'est ça un peu ma proposition. Et comment peut-on possiblement réaliser cela? Mais ça prend d'abord un engagement, un intérêt sérieux, n'est-ce pas? On ne peut pas à la légère expérimenter avec, on peut, mais ça ne dure pas, n'est-ce pas, avec le monde intérieur. Là, il faut prendre une décision et dire oui. Même chose un peu comme avec le yoga. Aller pour faire 3 cours de yoga, 3 soirées, ça ne transformerait personne, n'est-ce pas?
même les écoles spirituelles de l'Orient. C'est pas pour quelques semaines qu'on s'y engage. Quand on va aller dans un ashram ou dans un centre zen, c'est pas pour quelques semaines. Alors, il y a cet engagement. Il faut se renseigner. Il faut renseigner, si je veux faire un partenariat avec mon monde intérieur, il faut avoir une idée de ce que c'est. Il y a pour ça des livres, il y a des conférences, que sais-je, on peut être en thérapie pendant un certain temps. Il y a une certaine assiduité qu'il faut prévoir. Marianne Woodman, la psychanalyste jungienne dont nous en avons entendu parler au cours de notre premier colloque, c'est pas une femme vraiment sage qui a guidé énormément de femmes et des hommes vers leur individuation. Elle disait, si vous ne consacrez pas 1 heure par jour à votre inconscient, venez pas me voir, vous me faites perdre mon temps et vous perdez le vôtre. Donc ça ne me promet pas beaucoup, parce que qui a 1 heure par jour de libre, n'est-ce pas? Alors il faut aussi faire attention quand on s'engage d'explorer l'inconscient tout seul ou presque tout seul tout le temps, n'est-ce pas? C'est qu'il faut savoir, il faut être sûr qu'on n'a pas des faiblesses psychologiques, que sais-je, qu'on aurait déjà vécu des certaines névroses et des psychoses dangereuses. Je conseille à personne de s'engager et se lancer dans une exploration tout seul. Parce que cette sorte de méthode, c'est l'intérêt que c'est tout seul. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de frais. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on communique quelquefois avec des personnes qui sont à peu près dans le même intérêt et dans la même sorte de cheminement. Alors, c'est un peu les conditions du départ. Mais comment créer cette quête, cette méthode, où on peut l'appeler un yoga, n'est-ce pas? Parce que ça ressemble, je disais très clairement. Ma proposition est qu'on choisit des éléments, des outils des deux mondes, de l'Orient et de l'Occident, et on fait un choix là-dedans. Ce que l'Orient nous apprend, n'est-ce pas, c'est la méditation, l'importance de la méditation. Si on sait, si on a fait l'expérience, ce que la méditation peut nous apporter de bien-être et de transformation. Pour moi, ce que j'ai appris le plus de yoga, c'était la respiration. Il y a des respirations qui nous énergisent, qui nous guérissent, qui peuvent transformer notre état de conscience carrément. J'ai même inventé une respiration que j'appelle un petit nirvana. Ça c'est peut-être un peu trop long en faire la démonstration, mais c'est l'importance. En Orient, on reçoit bien sûr les différents yogas, on reçoit les mantras, le tantra comme yoga très particulier, les autres outils que certains connaissent encore de l'Orient, comme serment, les dessins circulaires, carrés, donc voilà. Parallèlement, on choisit parmi les outils
occidentaux ce qui nous intéresse. Je recommande fort de créer un journal, écrire ses rêves, écrire les dessins qui peuvent venir à notre esprit, des images intérieures. Comme Jung, on a encore le livre rouge, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez jeté un coup d'œil. Tout un journal que le livre rouge de Jung, n'est-ce pas? Qui nous permet de marquer notre cheminement. Comme outil occidental, mais c'est justement l'interprétation des rêves. Surveiller les synchronicités que nous vivons. L'imagination active, bien sûr, un peu plus tard. Mais alors, tout autre outil qui nous intéresse sérieusement et qui nous fait du bien. On ne peut pas tout faire, c'est impossible. Donc il faut choisir réalistement certains éléments qui font que graduellement nous pouvons nous transformer. On a vu, on a parlé, on a démontré, n'est-ce pas, comment, à travers l'interprétation de rêves et le contact avec des rêves sans interprétation, c'est-à-dire avec le contact avec l'inconscient, jusqu'à quel point nous pouvons nous transformer. Une particularité de cette démarche, c'est qu'il faut aussi, chaque fois quand on utilise un outil, c'est de se rappeler que ce que l'on fait pour notre cheminement, comme par exemple la méditation. On a dit que la méditation est grand, excellent, que sais-je, transformatrice. Mais ce n'est pas seulement que je vais méditer et profiter des bienfaits, mais que je vais me rappeler qu'en faisant cette méditation, n'est-ce pas, finalement, j'avance sur le chemin. Avec tout petit effort que j'accomplis, je avance, et pas seulement des éléments agréables et positifs, mais aussi plus particulièrement par les états de crise. N'est-ce pas? Alors, au cours des années, j'essayais d'avancer aussi une sorte d'approche que j'appelle théorie des motons. Le moton, c'est un mot québécois qui veut dire les boules que la vache a déjà avalées, mais qui va remonter pour être remâchée. Comment ça s'appelle? Et c'est d'ailleurs, l'idée vient aussi du yoga. Une très ancienne technique yogique disait que graduellement, régulièrement, de notre estomac, pour ainsi dire, remontent des contenus de l'inconscient vers la conscience pour se suicider. Ça, c'est le terme que les yogis utilisaient, pour se suicider. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intégration. Ces crises qui nous arrivent, que ça vienne de l'enfance, du monde parental, du monde relationnel, que sais-je, c'est régulier. Et ce que, dans mon travail, bien sûr, et dans mon cheminement, ce que j'ai constaté, que ces montons vont continuer toujours venir vers nous. Qu'on a fait des thérapies et des analyses et tout ce qu'on veut, et de cheminement yogique, que sais-je, il y aura toujours des motons.
Et ça, de reconnaître ça, que ça fait partie de long cheminement, ça crée une attitude différente face à ce qui peut nous déranger, tellement nous décourager. J'ai tellement travaillé sur moi, et encore, qu'est-ce que je fais avec ça? Telle crise. Mais, si on peut dire avec une compréhension, ah, mouton, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça veut m'apprendre? N'est-ce pas? Ça touche toute cette compréhension jungienne, exprimée aussi par Edinger, l'auteur jungien bien connu. C'est pas que chaque fois que nous vivons une crise qui peut vraiment nous faire peur et nous déranger, nous devons considérer que nous vivons cela parce que l'inconscient nous l'a envoyé pour élargir notre conscience. C'est une autre réception, n'est-ce pas, de ce que la vie nous amène. Alors, c'est un long cheminement et c'est unique. On ne suit pas une école de yoga, on crée sa propre école de yoga, de l'individuation. Avec le temps, ça peut être carrément amusant, intéressant. Ça peut même être simplement un jeu. De toute façon, si c'est fatigant, si ça nous épuise, ça ne marchera jamais. Mais de côtoyer l'inconscient, de découvrir graduellement cette richesse, inévitablement, ça nous transforme. Alors, je voudrais aussi, pour défendre mon point de vue, vous donner quelques exemples de ce que ça peut apporter, cette sorte de démarche. La première chose, bien sûr, parce que ça peut intéresser tout le monde, c'est la santé du corps. Quand nous avons vu des personnes guérir de cancer phase terminale en s'appuyant sur des exercices avec l'inconscient et avec l'aide des rêves, ça, bien sûr, nous ne pouvons pas en faire une abstraction. Avoir été témoin de cela. Il faut aussi se rappeler par rapport à l'importance de l'inconscient. C'est comme cette dame qui vient me voir avec un cancer, deuxième consultation, et qui me dit gentiment, naïvement, mais Nicolas, vous me parlez de cet inconscient qui peut me guérir ou me tuer. Mais dites-moi, s'il vous plaît, comment cela se fait que pendant toute ma vie, j'en ai jamais entendu parler. Et l'inconscient peut nous tuer de différentes manières. N'est-ce pas? Je mentionnais ça au cours de dernier colloque. Dans ma compréhension, énormément de maladies, de malheurs viennent de l'ancienne éthique, des anciennes éthiques culturelles qui généralement ne permettaient pas à l'être humain de jouir de sa vie. Il fallait aller vers le ciel et d'autres objectifs. Et même pour survivre dans certaines de ces sociétés, il a fallu refouler de ce que nous voulions vraiment vivre. Et que tout ça s'est encore refoulé aujourd'hui dans nos inconscients.
J'ai fait un effort dans l'autre colloque pour essayer de démontrer ça selon les idées d'un certain monsieur qui a écrit un livre là-dessus, n'est-ce pas? Erich Neumann, qui a écrit ce livre sur l'éthique en voulant rappeler que des horreurs comme même la Shoah et les camps d'extermination juifs et bien d'autres malheurs dans notre monde viennent de l'ancienne éthique refoulée. Et que ça dure encore aujourd'hui. Alors, la guérison psychologique. Évidemment, Jung, c'est surtout ça, son apport. Et ce qui est intéressant de noter, il a déclaré ça au cours d'une conférence en 1932, je pense, à Londres, que oui, effectivement, Dieu merci, je suis névrotique. Et que la névrose est une chose importante. Quelquefois, je dis à mes consultants, enfin, ils ont décidé de devenir névrotiques. Alors, cette névrose qui nous fait tellement peur, n'est-ce pas, et que nous essayons de fuir avec toutes les pilules et d'autres moyens, ça aussi, c'est une façon de se transformer. Les rapports parents-enfants. Si on ne connaît pas l'inconscient, encore dans le colloque, nous avons parlé de Marianne Woodman par rapport à la mère mortifère, qui carrément déclarait que ma mère a failli de me tuer, de ne pas m'acceptant, pas accepté dans mon enfance, n'est-ce pas? Et c'est grâce à sa connaissance de l'inconscient, bien sûr, qu'à la fin de sa vie, quasiment, qu'il a déclaré « Il me fallait un second cancer pour comprendre mes parents et dire oui à la vie. » Alors, bien sûr, il y a énormément de souffrance qui vient de ce monde de l'enfance et des parents. On peut rapidement parler de la créativité. Jung dit aussi quelque part qu'une des pires causes de la névrose, c'est le manque de créativité. Et que quand on n'est pas particulièrement doué pour une sorte d'art, mais au moins nous pourrions créer nos vies. Toujours avec l'aide de l'inconscient, la vieillesse. Combien de personnes vivent mal la vieillesse, vivent en son horreur et une souffrance infinie. Joseph Campbell nous disait carrément, mais c'est la plus belle saison de la vie. Enfin, je n'ai plus rien à prouver à personne, je n'ai plus rien à accomplir. Enfin, je peux tout simplement vivre et d'en jouir. Enfin, on pourrait parler de la sexualité, le tantra que ça peut nous apporter dans les relations d'amour. Ça peut être un tel désastre de ne pas connaître moindrement l'inconscient. Assez rapide, souvent cet exemple que dans une situation de séparation, n'est-ce pas, où les personnes sont profondément malheureuses, souvent la première réaction face à quelqu'un qui va quitter quelqu'un d'autre, c'est l'agressivité, la violence, la vengeance, que sais-je. Médée qui aide son mari Jason à aller retrouver le trésor qu'il convoitait, n'est-ce pas, et qui a 2 enfants, quand Jason il tombe en amour avec une autre princesse, qu'est-ce que Médée fait? Vous vous souvenez?
elle tue ses enfants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, combien d'enfants sont tués dans les séparations? Pas avec les couteaux, bien sûr. Mais cette réaction vient naturellement chez l'être humain. Au lieu de commencer, je vis une crise, qu'est-ce que je vais en faire? Il y a tout de suite quelque chose de violent, négatif qui arrive si on ne réfléchit pas pour un tout petit peu. Il faut, ce qui est suggéré, d'aller dans la forêt dans un cas de crise et commencer à respirer et méditer et voir qu'est-ce que je vais en faire. Alors, la question, qu'est-ce que la société va devenir? Comment pouvons-nous participer dans l'évolution de l'humanité? Ça, c'est certainement aussi dans quelque part que l'inconscient participe. Il y a énormément de rêves où il y a des tsunamis, où il y a des guerres, des destructions, où les humains sont encadrés par des nazis ou d'autres sortes de soldats et sont enfermés tout le temps. N'est-ce pas? Alors, on en a averti. La grande déclaration en cours de Jung, n'est-ce pas, quand on lui posait la question, croit-il qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Sa réponse était, vous vous souvenez, n'est-ce pas, que ça dépend jusqu'à quel point les humains pourront garder la bombe en eux-mêmes sans que ça éclate. Une déclaration de cette sorte, si on y réfléchit, ça nous fait peur. Parce que je vous avoue que je n'ai pas rencontré beaucoup d'êtres humains dans ma vie sur qui je pourrais dire qu'eux, ils gardent la bombe en sécurité en eux-mêmes. Elle a la dimension spirituelle. Vous savez, une des belles idées que j'aime de Marie-Louise von Franz, n'est-ce pas? En parlant de projection, elle en a écrit un magnifique livre là-dessus. Elle dit que si nous pouvions retirer toutes nos projections jusqu'à la dernière trace, nous accéderions automatiquement à la conscience cosmique. Est-ce que c'est une déclaration psychologique? Moi, ce que je propose, si vous permettez, c'est que si vous pouvez vous approcher de cette immensité que vous portez chacun de vous, si moindrement la vie vous le demande, utilisez cette dimension pour réussir vos vies. C'est en grande ligne, c'est ça, en résumant, que je voulais un peu vous partager par rapport de ma méthode. J'ai donné des exemples par rapport de la quête et peut-être même plus pour la caméra, parce que on a eu des exemples, mais deux exemples sur lesquels je voudrais revenir. Un avantage absolument incroyable si nous avons un contact à plus long terme, une meilleure présence de l'inconscient, c'est dans la créativité. Vous savez, les artistes, les peintres voient les peintures dans la nuit. Les musiciens, Mozart, Beethoven, entendaient la musique. Les hommes de science, Niels Bohr a découvert la structure de l'atome dans l'état de rêve, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais il faut faire la demande. C'est même, Marianne Woodman disait que même pour la guérison,
il y a en moi quelqu'un qui peut me guérir, mais il faut que je fasse la demande. Certains maîtres de Raja Yoga m'enseignaient à l'époque, par les livres bien sûr, que quand je ne pouvais pas résoudre un problème dans ma vie, que je devais poser le problème, transmettre le problème au monde intérieur et attendre le lendemain pour la solution. Et généralement, ça marche. L'autre exemple, le contact avec le monde intérieur, l'inconscient, c'est tellement touchant dans les moments où les personnes doivent affronter la mort. Il y a aussi, von Franz a écrit un livre là-dessus, Les rêves et la mort, très intéressant. Mais aussi, par le livre que je sais, mais par expérience, je sais que l'inconscient essaye de soutenir le mourant. Un des exemples que j'ai mis dans le livre avec Marie-Lise, c'est pas cette dame qui m'a consulté pendant un certain temps, je l'ai perdue de vue, elle m'appelle un jour de l'hôpital, je suis très malade, je suis allé la visiter plusieurs fois. Très malheureuse. Elle offrait ce qu'il a, peu d'argent dans la banque, tout ça, elle voulait donner au médecin. Le médecin a dit, madame, je ne peux rien faire. Donc, terrible peur. Un jour, j'arrive et elle est de très bonne humeur. Eh, ça va? Ah, ben oui, j'ai eu un rêve. Ah, oui. Dans mon rêve, en pleine nuit, j'étais obligé de quitter l'hôpital. En plein hiver québécois, dans la robe de chambre de l'hôpital, à nu-pieds, dans la neige, terrible, horrible, seul. On me chasse même de l'hôpital. Je me retrouve en pleine campagne, un meute de chiens qui me court après. Je savais que j'allais être dévoré. Mais quand le chien s'arrête devant elle, le chef chien lui dit, ne crains rien, c'est nous qui allons te conduire en dehors de la glace et de la nuit. Et 2 jours après qu'elle est morte, avec une larme dans ses yeux, ses dernières paroles, c'était « c'est beau ».